Bonsoir monsieur, Afrique Média. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour l'avenir de l'Afrique. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous et merci de retrouver cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Comme en Afghanistan, l'Occident peut-elle laisser les islamistes maliens prendre le pouvoir ? La rapide reprise de contrôle du territoire afghan par les talibans, un groupe fondamentaliste chassé du pouvoir il y a 20 ans par une intervention américaine, suscite de nombreuses réactions. Les troupes américaines ne peuvent et ne doivent pas se battre et mourir dans une guerre que les forces afghanes ne sont pas prêtes à mener pour elles-mêmes, a déclaré le président américain Joe Biden. Une sortie qui laisse croire que la France et les autres puissances occidentales engagées au Mali pourraient se retirer de façon similaire face à une montée en puissance des groupes islamistes de l'Azawad. Beaucoup appellent au renforcement des armées nationales africaines pour éviter un tel scénario sur le continent qui d'office confierait des régions entières du continent aux mains des islamistes. Mesdames et messieurs, nous tentons donc la réflexion ce soir dans le cadre de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Vous êtes la seule chaîne qui est libre dans le monde. Nous vous retrouvons avec grand plaisir, mesdames et messieurs, alors que l'on s'interroge devant le retrait des forces américaines et également devant le retrait de l'Occident en Afghanistan face à la montée en puissance des talibans qui finalement se sont emparés du pouvoir et qui désormais installent donc un nouveau régime à la tête de l'État, comme il y a de cela 20 ans quand les Américains descendaient en Afghanistan et avaient donc renversé, repris le pouvoir, renversé en tout cas ces Afghans. Ces talibans, aujourd'hui, ils sont de retour et ils contrôlent le pouvoir. Cela renvoie en tout cas au scénario malien où d'aucuns estiment qu'une montée en puissance justement de ces mouvements de l'Azawad pourrait aussi se solder par un tel abandon qui serait une véritable catastrophe pour cette bande sahélo-saharienne en proie donc à des violences terroristes de type séparatiste. Luc Michel, vous êtes déjà installé en multiplex. Je vous dis bonsoir déjà et merci de nous retrouver. Bonsoir Guy, bonsoir à l'équipe et à nos téléspectateurs. Je suis en total désaccord avec l'analyse que vous venez de faire. L'Afghanistan aujourd'hui, c'est la Somalie de 1994, c'est pas le Vietnam de 1975 et le Mali n'a rien à voir avec l'Afghanistan. Les talibans ne se sont pas emparés du pouvoir, les Américains les ont installés au pouvoir. L'Amérique en Afghanistan, elle a perdu la guerre, elle est placée au plan B, c'est la géostratégie du chaos. L'Afghanistan, c'est une triple bombe géopolitique laissée par Joe Biden. Premièrement, une bombe géopolitique au Afghanistan même parce que les talibans, ils appartiennent à l'ethnie Pashtun et essentiellement, ils ont pris le contrôle des villes, mais ils ne contrôlent pas le pays. En particulier, la vallée du Panjshir, ou est d'une autre ethnie qui sont les Tadjiks, où il y a des forces alliées aux Occidentaux. Et ceci depuis plus de 30 ans. Secondement, c'est une bombe atomique, une bombe géopolitique régionale, puisque les trois pays qui vont le plus souffrir de l'installation des talibans au pouvoir et du chaos, c'est l'Iran, la Russie et la Chine. On en est conscient d'ailleurs à Téhéran, on multiplie les mises en garde sur le piège américain depuis plus d'une semaine, dans des analyses que je partage totalement. Enfin, c'est un piège géopolitique pour les propres alliés des États-Unis, les Européens de l'OTAN. Vous savez qu'il y a une contradiction géopolitique fondamentale au sein du bloc américano-atlantiste, c'est que l'allié géopolitique, l'OTAN, c'est l'adversaire économique, c'est la guerre économique Europe-USA et financière dollar contre euro. Dès lors, il faut fracturer l'Union européenne et c'est le rôle que va jouer la nouvelle crise humanitaire et l'immigration sauvage. Déjà en 2016, avec l'immigration venue de la guerre de Syrie, les Américains ont fracturé l'Union européenne. Ils s'apprêtent à renouveler l'opération avec les Afghans. Il n'y a aucune comparaison avec le Mali. Il faut comparer avec la Somalie. En 1994, Bill Clinton a perdu la bataille de Mogadiscio
et les Américains placent au plan B. La Somalie, ça va être le laboratoire de la géostratégie du chaos qui sera ensuite appliqué notamment en Libye. Et ils laissent le pays aux mains de forces islamistes. Ce sont les tribunaux puis les Shebab. C'est l'équivalent des talibans en Somalie. Et la Somalie ne s'est jamais relevée de ça. Le Mali, c'est une situation totalement différente. Précisément, le bloc occidental est en train de se redéployer mondialement. L'OTAN et les États-Unis se déploient du Maroc jusque la mer Rouge et la Corne de l'Afrique, le Mozambique. Et l'une des conditions du départ de l'Afghanistan, c'est de dégager les troupes et les moyens pour redéployer l'armée américaine au Mali. Les Français sont déployés vers le Mozambique et le Mali va devenir une guerre américaine avec l'appui des forces de l'OTAN. Il faut arrêter de se laisser prendre à l'instrumentalisation des opinions publiques par l'utilisation du scénario islamiste. Les islamistes, depuis 40 ans, depuis la première guerre d'Afghanistan, ils servent à justifier l'ingérence occidentale. Ils sont entièrement dans les mains des services secrets occidentaux et notamment des alliés des Occidentaux. Les parrains du djihadisme, qui c'est? Ce sont les Saoudiens, ce sont les Émiratis, ce sont les Qataris. C'est l'armée turque, la deuxième armée de l'OTAN, qui est le principal parrain du terrorisme depuis maintenant 10 ans en Libye et en Syrie. Vous noterez que dans la partie de la Syrie qui est encore occupée par la Turquie, à Idlib, il y a des djihadistes. Ils ont salué la victoire des talibans et Erdogan s'apprête à jouer un rôle essentiel dans le chantage à l'immigration qui va fracturer l'Union européenne. Il faut arrêter de se laisser prendre à des scénarios incapacitants. Il y a quelque chose qui devrait vous sembler louche. Pourquoi est-ce que subitement, depuis 2 jours, tous les médias occidentaux font des analogies entre Saigon 1975 et Kaboul 2021? Pourquoi explique-t-il que c'est une défaite américaine alors qu'ils sont totalement instrumentalisés par les Américains? Tout simplement parce qu'il faut vendre le nouveau plan B américain qui est la stratégie du chaos. On est lucide là-dessus à Téhéran. Téhéran qui est directement concerné puisque une partie des tribus afghanes sont des chiites apparentés aux populations iraniennes et parce que l'Iran a une longue frontière commune avec l'Afghanistan. Déjà, à la fin du XXe siècle, l'Afghanistan avait déstabilisé l'Iran. C'est la même opération que les Américains s'apprêtent à renouveler. Luc Michel, pour vous, les deux situations ne sont pas comparables du tout. Alors, je voudrais ici vous soumettre l'analyse du docteur Sampala Balima, qui est politologue burkinabé, qui a réagi en disant, je cite, « Mettre en regard l'Afghanistan et le Sahel est peut-être une comparaison précipitée, mais pas hasardeuse. Le statut géopolitique du Sahel en fait aujourd'hui une frontière avancée de l'Europe, d'où l'intérêt d'intervention de multiples formules de présence. » Alors, qu'en pensez-vous quand elle apporte cet argument, justement, voilà, de sécurisation des frontières de l'Europe pour préciser que le Sahel, aujourd'hui, d'un point de vue géostratégique, pourrait être comparé justement à l'Afghanistan? Elle fournit elle-même le contre-argument pour démontrer que son analyse est fausse. C'est précisément parce que le Sahel, stratégiquement, il concerne à la fois l'Europe et à la fois la présence américaine en Afrique qui est en train de se redéployer. Donc les Américains et l'OTAN, jusque-là, ils ne s'intéressaient qu'à l'Afrique du Nord, essentiellement au Maroc, à la Libye et au Sahel précisément. Et maintenant, ils sont en train de se redéployer dans toute l'Afrique, depuis les frontières du Maroc jusqu'au Mozambique. C'est précisément cet intérêt stratégique pour lequel il n'y a pas de comparaison. Il serait suicidaire pour les Européens de l'OTAN, mais aussi pour la présence américaine en Méditerranée et en Afrique, il serait suicidaire de laisser le Sahel, le Sahara et l'Asie et l'Afrique centrale aux mains des djihadistes. Il faut quand même rappeler que les djihadistes n'existaient pas, sauf comme des bandes mafieuses avant l'intervention américaine en Libye.
c'est justement les djihadistes qui sont le prétexte à cette intervention. Et jusque maintenant, ils n'ont jamais été solidement combattus. La guerre d'Afghanistan, elle a fait des dizaines de milliers de morts. La guerre du Sahel, Barkhane par exemple, en 8 années, a eu 56 morts. C'est risible. Tout ça est un scénario et une comédie. Il y a 3 présidents, en fait, qui ont combattu les islamistes. C'est Poutine dans le Caucase et en Syrie, c'est Bachar el-Assad en Syrie, c'est Feu le maréchal Déby, honneur à sa mémoire, dans la zone du lac Tchad et au Sahel. Eux voulaient détruire le djihadisme, les autres s'en servent pour justifier ce qui est purement et simplement une occupation militaire et économique. Il n'y a donc aucune comparaison possible entre l'Afghanistan et le Sahel. Et ceux qui expliquent cela, ils ne connaissent pas ce qu'est la géopolitique mondiale. Ils jugent sur des situations immédiates, dictées par l'émotion, et ils n'ont que des vues régionales. Mais la géopolitique mondiale, aujourd'hui, elle est internationale. L'Afghanistan, il a des répercussions directes dans tout le Proche-Orient et en Afrique. J'ajoute, je vous ai parlé de la bombe géopolitique qui était l'immigration. Elle ne concerne pas seulement l'Europe. On est en train d'amener des populations de réfugiés venus d'Afghanistan dans des pays africains comme l'Ouganda. Le but, c'est de créer en Afrique une situation humanitaire qui va fracturer les sociétés et les États africains, mais surtout, c'est d'amener des djihadistes. Parmi les réfugiés, ça s'est déjà passé comme ça en 2016, lorsque la Syrie a plongé dans la guerre, eh bien, parmi les réfugiés, il y a des djihadistes infiltrés venus commettre le terrorisme. C'est la même situation en Europe et en Afrique. Et une fois de plus, je vous l'explique, tous les théâtres géopolitiques sont interconnectés. Le problème de l'immigration en Europe et au Proche-Orient, il est le même que celui qui existe en Afrique. Il ne faut pas croire qu'il ne concerne que quelques pays privilégiés d'Europe. Le plan des Américains, c'est un plan subtil et machiavélique. Jusque-là, l'Afrique était habituée aux machinations françaises. Nous avions des plans assez grossiers, du genre de ce qu'on a fait en Centrafrique, etc. Mais aujourd'hui, avec les Américains, on a des machinations subtiles, on a des plans B psychologiquement élaborés. Tout cela est déterminé par des think tanks, par la CIA. N'oubliez pas que les États-Unis ont 14 services secrets et une myriade d'instituts de recherche, d'instituts d'études, d'universitaires qui sont des agents d'influence américains. Tout cela fait partie d'une stratégie élaborée. J'ajoute qu'elle est tenue en main depuis plus de 10 ans par un grand think tank américain qu'on appelle l'Atlantic Council, qui pilote toute la politique américaine en Afrique, depuis Bush II, Obama, Trump et maintenant Joe Biden, ce sont les mêmes, des gens comme Tibor Nagy, Peter Pham, etc. Et eux, évidemment, ils connaissent l'Afrique sur le bout des doigts, ils connaissent les problèmes africains, contrairement malheureusement à la plupart des Français qui, eux, mènent une politique détachée de l'Afrique avec un esprit d'arrogance européenne. On va continuer ce regard croisé entre le docteur Sampala Balima, politologue burkinabé, et vous, en évoquant cette fois-ci une deuxième analyse qu'elle fait. Elle indique que l'interventionnisme étranger est toujours fonctionnaliste et porté par l'intérêt des puissances étrangères. Voilà, comme pour dire que, vu que l'intérêt a changé en Afghanistan, tel que vous l'avez également signifié, cela peut justifier aujourd'hui le départ de ces troupes américaines qui pourraient effectivement être redéployées vers d'autres territoires, vers d'autres théâtres d'opération où les intérêts américains sont plus présents. Alors elle conclut simplement qu'il s'agit d'une question d'intérêt et qu'une fois que l'intérêt n'existe plus, eh bien la force n'a plus besoin d'être, on doit l'enlever. Non, elle ignore totalement tout d'abord l'enjeu réel de l'Afghanistan et deuxièmement, elle ignore qu'au cœur de la stratégie américaine, il y a ce qu'on appelle la géostratégie du chaos. Qu'est-ce que c'est l'Afghanistan? Ce sont les voies d'approvisionnement, je vous parlais de la guerre économique Europe-USA, ce sont les voies d'approvisionnement de l'Europe en gaz et en pétrole.
C'est par l'Afghanistan que passent les grands oléoducs. Quand on contrôle l'Afghanistan, on contrôle les voies d'approvisionnement de l'Europe et on contrôle également les voies d'approvisionnement des matières premières de la Russie et des ex-républiques soviétiques. La guerre d'Afghanistan, c'est avant tout une guerre économique contre l'Europe, contrairement à ce qu'on ignore. Le grand géopolitologue, le général autrichien Jordis von Lausen, il est mort aujourd'hui, c'est un disciple du géopolitologue européen Jean Thiriard. Jean Thiriard a été appelé par la presse belge le Belge préféré de Poutine. C'est le concepteur de ce qu'on appelle le racisme. La théorie que Lavrov et Poutine défendent aujourd'hui. Eh bien, il a dit que les guerres américaines en Afghanistan, en Yougoslavie, en Irak, étaient des guerres menées par les politiciens de l'OTAN contre les intérêts fondamentaux à long terme de leur peuple. C'est une analyse que je partage totalement. Deuxièmement, l'Amérique a tiré les leçons de la fin de la guerre du Vietnam. Le Vietnam a été un désastre. Immédiatement, ils ont réfléchi au problème. Quand ils ont été confrontés à la même situation en Somalie, donc la perte de la guerre militaire, ils ont élaboré, la Somalie, ça a été le laboratoire, la géostratégie du chaos. La géostratégie du chaos, ce n'est pas une invention de Luc Michel. Il y a le principal géopolitologue américain actuellement, il s'appelle George Friedman, c'est l'ancien patron de Stratfor, du lobby militaro-industriel américain du Pentagone, et maintenant, il est l'animateur d'un think tank qui s'appelle Geopolitical Futures. Que dit Friedman dans son livre The Next 100 Years? Il parle de la géostratégie du chaos sur des dizaines de pages. Il dit, quand nous ne sommes plus capables de gagner une guerre classique et d'assurer une domination militaire à l'ancienne sur un pays, utilisons la géostratégie du chaos, détruisons les structures de cet État, organisons le chaos et l'anarchie, et sur cette anarchie, surfons au sens du surf sur les vagues, et pas d'Internet évidemment, avec le reste de nos services secrets, avec nos firmes de sécurité, ce sont les mercenaires comme les backwaters, avec nos services secrets privés, avec nos multinationales qui possèdent elles-mêmes leurs firmes de sécurité, contrôlons ces pays et leurs matières premières. Le but des Américains, maintenant qu'ils sont partis militairement de l'Afghanistan, ce n'est pas d'abandonner celui-ci, c'est de rendre l'Afghanistan ingouvernable, précisément en amenant brutalement, il était possible de ne pas le faire, on a laissé les talibans arriver au pouvoir en moins d'une semaine. C'est un plan conçu par Donald Trump il y a déjà plus d'une année. On a négocié ce plan à Berlin et puis à Doha avec les talibans. Les négociations durent depuis 6 ans. Et bien entendu, ce plan vise à rendre l'Afghanistan ingouvernable, vise à rendre celui-ci impossible à utiliser par ses voisins iraniens, chinois et russes, et bien entendu à continuer à rendre celui-ci inopérant, incapable de gérer les oléoducs qui restent dans les mains des intérêts occidentaux. C'est cela qu'il faut comprendre, c'est l'intérêt fondamental de l'Afghanistan. Quand on croit que l'Afghanistan est là simplement pour une domination militaire occidentale, on n'a strictement rien compris. Cet analyste, excusez-moi de vous le dire, ne comprend absolument rien à ce que sont les interventions militaires des Occidentaux au XXe siècle. Ce que les Occidentaux cherchent, ce sont des positions de contrôle géopolitique. Les matières premières, c'est la cerise sur le gâteau. Mais ce qui vise, c'est le contrôle des États, soit militairement, soit en les détruisant. C'est ce qu'on a fait en Libye, c'est ce qu'on a fait au Mali, c'est ce qu'on a tenté de faire en Centrafrique, c'est ce qu'on fait en Afrique centrale actuellement, c'est ce qu'on a tenté en Irak et en Syrie, c'est ce qu'on fait actuellement en Afghanistan. Et la deuxième chose, évidemment, c'est de préparer, parce que les Américains ouvertement évoquent la Troisième Guerre mondiale dans une période qui sera de 2050 à 2070,
c'est de se positionner stratégiquement pour cette guerre, notamment en contrôlant les voies d'approvisionnement des matières premières, les voies maritimes et les oléoducs. Il y a une guerre des oléoducs qui concerne toute la zone qui va de l'Asie centrale à l'Europe. Il y a une guerre des voies maritimes qui contrôle une zone qui va de la Méditerranée jusque le golfe de Guinée et l'océan Indien. C'est cela la réalité de la géopolitique du XXIe siècle. Ça n'a plus rien à voir à ce qui était la géopolitique de 1945. Voilà, merci à vous Luc Michel. On va rapidement ouvrir le standard de la télévision panafricaine pour permettre à différents intervenants de nous retrouver pour en parler ce soir. Doit-on s'attendre à ce que le Mali se termine un jour comme l'Afghanistan, c'est-à-dire que les forces occidentales présentent plis bagages un jour et laissent le pays entre les mains des islamistes, notamment les islamistes voilà, des mouvements de l'Azawad tels qu'on les voit aujourd'hui déployés et aussi en parlant des autres États de cette bande sahélo-saharienne, s'attendre à ce que des mouvements terroristes s'emparent littéralement de cette bande sahélo-saharienne avec voilà, le recul des puissances occidentales. Nous nous interrogeons avec vous sur la question, alors qu'après 20 ans de présence militaire dans le pays et 20 ans d'empêchement justement d'une montée en puissance des talibans, en parlant de ce mouvement fondamentaliste qui était déjà à la tête de l'Afghanistan quand les Américains sont arrivés après 20 ans. Ces mêmes forces talibanes sont donc retournées, ont repris la tête du pouvoir. Et ce soir, nous nous interrogeons. Les différents numéros de téléphone sont au bas de votre écran. Vous pouvez nous retrouver dès cet instant pour que nous puissions en parler en direct dans le cadre de cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Voilà, vous nous retrouvez alors que les réactions sont multiples. Tout à l'heure, nous avons entre autres repris la réaction donc, du docteur Sampala Balima, qui est politologue burkinabé et qui précisait effectivement que les interventions sont circonstancielles, peuvent être liées directement aux intérêts et que quand l'intérêt disparaît, l'intervention également doit disparaître parce que cela engage des coûts financiers assez importants et donc quand il n'y a plus d'intérêt, plus besoin de dépenser et donc de se déployer ailleurs où besoin se fait le plus ressentir. Ça, c'est l'analyse que nous a apporté donc le docteur Kampala. Et toujours, nous avons également l'analyse de Mamadou Sawadogo, qui est spécialiste de questions sécuritaires, basé à Ouagadougou, au Burkina Faso, qui indique que, premièrement, ce départ des Américains montre que les États doivent prendre leurs responsabilités et assumer clairement la sécurité et la stabilité de leur pays. Cela veut dire que les organisations sous-régionales comme le G5 Sahel ou encore la CEDEAO doivent rapidement prendre en main la sécurité des États et ne pas confier la sécurité des États à des États européens ou extérieurs qui, une fois que la situation politique devient délétère et aussi que la configuration géopolitique change, eh bien, il change immédiatement en parlant de ces États-là. Alors, quelle réaction de votre part? À quoi faut-il s'attendre avec ce départ spectaculaire des Américains de l'Afghanistan? Bonsoir et bienvenue. Et voilà, vous pouvez donc nous retrouver pour en parler. Les différents numéros sont au bas de votre écran. Et Luc Michel, je vous renvoie cette autre analyse, toujours pour commentaire, de Mamadou Sawadogo, qui pense qu'il faudrait littéralement ne plus compter sur les puissances européennes ou occidentales pour lutter contre les mouvements djihadistes. Il faut rapidement s'organiser au niveau étatique et également au niveau sous-régional pour faire face, parce que si les intérêts géopolitiques changent brutalement, la présence également pourrait changer. Écoutez, il faut comprendre que ce ne sont pas les intérêts géopolitiques qui changent, c'est la stratégie. Lorsque les Occidentaux perdent une guerre militaire, ils passent justement à la géostratégie du chaos. Les pays africains ne doivent absolument pas compter sur les Occidentaux. La stratégie occidentale, quelle est-elle? Tout d'abord, sous prétexte du djihadisme et du terrorisme, aux mains d'une opération militaire. Et quand cette opération militaire échoue, on détruit les États en organisant le chaos et l'anarchie. C'est ça la géostratégie du chaos. Donc les États africains, ils ont tout à perdre. Tout d'abord, leur pays va être plongé dans la guerre. C'est ce qui se passe depuis la chute de la Libye en 2011. Et deuxièmement, lorsque l'intervention militaire se termine, on applique la géostratégie du chaos. Les États sont détruits
et l'anarchie s'installe. Le maréchal Idriss Déby, honneur à sa mémoire, il m'honorait de son amitié et je le regrette chaque jour. Il avait compris cette situation. Il avait analysé cette situation géopolitique qui est la défaite française dans la guerre du Sahel. Il avait un plan qui était la substitution aux Français et aux Occidentaux d'une armée africaine. Il avait le plan qui était l'africanisation de la guerre du Sahel. Il voulait créer une force panafricaine d'intervention à partir du projet donc d'armée panafricaine, de force panafricaine de transposition, dont l'état-major avait été créé à Douala et les services secrets à Addis Abeba. Mais la mort du maréchal Idriss Déby, elle a renvoyé ce projet dans les oubliettes. Il n'y a plus de volonté de les réaliser. Et au contraire, l'Union africaine aujourd'hui, elle est dans les mains de marionnettes de l'Occident, comme Tshisekedi, qui appelle à l'intervention des armées occidentales dans toute l'Afrique. C'est tragique pour l'Afrique, mais le second analyste, il a raison. Les armées africaines et les États africains n'ont rien à attendre des Occidentaux. Les Occidentaux se servent de leurs soi-disant alliés comme des citrons. On presse le jus du citron. Lorsqu'on n'en a plus besoin, on les jette et on les abandonne. C'est ce qui se passe avec l'Afghanistan. Maintenant que l'Afghanistan est plongé dans le chaos, maintenant que les talibans sont plus utiles aux Occidentaux, comme ils l'ont déjà été il y a 25 ans, que les collaborateurs des Européens, on abandonne ceux-ci. C'est ce qui s'est passé au Vietnam, c'est ce qui s'est passé en Irak, c'est ce qui s'est passé un peu partout. Il faut rappeler quelque chose, c'est que les talibans, c'est comme la plupart des djihadistes dans le monde, c'est une création. En 1990, les Américains se sont servis de la première génération d'Al-Qaïda pour chasser les Soviétiques d'Afghanistan. Il y a à ce moment-là une guerre civile et les Américains sont incapables de prendre le contrôle du pays. Avec leur allié wahhabite, les services secrets pakistanais qu'on appelle l'ISI, c'est une version pakistanaise du wahhabisme saoudien. Ils créent de toutes pièces les talibans, ils les amènent au pouvoir à Kaboul et immédiatement les talibans, c'est un espèce de monstre de Frankenstein, ils vont s'allier à Ben Laden. Ça va être les raisons de la seconde invasion de l'Afghanistan en 2002. Mais les talibans, entièrement, sont une création des Occidentaux, des Américains, des Pakistanais. C'est d'ailleurs les Pakistanais qui vont servir avec les Allemands d'intermédiaires entre les Américains et les talibans. Depuis 2015, ils vont négocier tout d'abord à Berlin, et ce n'est pas un hasard, puis à Doha. Doha, c'est la principale capitale arabe pro-occidentale. C'est là qu'on a mis au point l'agression contre la Syrie de Bachar el-Assad. En 2011, les gens de Doha, ils ont essayé de semer la même anarchie qu'ils ont organisée aujourd'hui en Afghanistan. Ils ont essayé de l'organiser en Syrie. Mais en Syrie, ça ne s'est pas passé comme ça. Parce que tout d'abord, l'État bassiste syrien ne s'est pas effondré et qu'ensuite les Russes sont venus à la rescousse. Luc Michel, on va espérer maintenant les téléspectateurs. Vous pouvez nous retrouver effectivement sur l'une des lignes qui s'affiche au bas de votre écran pour pouvoir nous dire ce que vous pensez de ce départ des Américains de l'Afghanistan 20 ans plus tard. 20 ans plus tard également, les talibans reviennent au pouvoir. Est-ce qu'il faudrait s'attendre de même au Mali, au cas où finalement les groupes terroristes, les groupes islamistes de l'Azawad et autres mouvements terroristes de la bande sahélo-saharienne parvenaient finalement à avoir le dessus sur les armées nationales et également sur la coalition internationale qui est présente sur place? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'antenne. Nous saluons votre invité Luc Michel. Bonsoir Luc Michel. Bonsoir à tous ceux qui étaient bien sur Afrique Média. Bonsoir pour le combat des panafricanistes. Bonsoir aux techniciens. Alors Guy Fondop, le sujet d'aujourd'hui, comme l'a dit tout à l'heure votre invité, on ne va pas le penser comme vous l'avez suggéré.
Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Et l'Afrique doit être informée. Grâce à Afrique Média. Grâce à d'autres réseaux aussi, du plan démoniaque que les Occidentaux veulent afficher avec une nouvelle dynamique de destruction de l'Afrique, surtout. Comparer l'Afghanistan au Sahel, c'est trop, c'est peu. Ce qu'on prépare au Sahel, c'est plus que ça. Parce que l'Afghanistan, au moins, ce qui s'est passé, nous le verrons plus tard, c'est un complot bien huilé pour semer le chaos. Là où il y a le chaos, et les industries fonctionnent. Ils pillent mieux dans le chaos. Et nous devons le savoir. Et en être conscient, ce n'est pas du mensonge, c'est ça. Alors, les Africains doivent être informés que les Américains sont à pied d'œuvre depuis longtemps. Vous savez qu'on avait dit sur Afrique Média qu'il y a plus de 300 industries minières au Congo, en RDC. Industries américaines, bien sûr. Récemment, nous avons appris, et vous devez le savoir aussi, qu'il y a des forces spéciales américaines qui sont en RDC actuellement. Ça pour faire quoi? Soi-disant sécurisé. Et vous allez voir, le chaos, ils veulent créer le chaos partout. Alors, là, au Sahel, vous voyez les attaques qui se multiplient partout. C'est des gens qui n'ont pas le cœur. Nous devons en être conscients, et surtout nos dirigeants. Nous les supplions. Laissez les mensonges qu'on vous envoie, qu'on vous donne. Ce temps-là est révolu. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire, les dirigeants? C'est ça, l'union régionale. Renforcez votre union régionale. Ne comptez pas sur les Américains, les Français, les Européens. En gros, les Occidentaux, c'est des menteurs. Ils vont mettre l'argent, des dollars, des millions de dollars devant pour vous corrompre. N'acceptez pas. C'est juste, tout cela est organisé avec les compagnies minières et pétrolières. Voilà ceux qui mettent le feu dans le monde. Et Dieu le sait. Le créateur de l'univers sait. C'est ça leur rôle, le rôle de Lucifer. Bousiller. Mais n'oubliez pas, nous avons la confiance. Après nos analyses humaines, il y a la décision finale de Dieu que personne ne sait, sauf ceux à qui Dieu veut le révéler. L'Afrique est gagnante. L'Afrique sera gagnante si nous sommes unis. Si nous sommes unis, si nous laissons les traîtrismes et autres, on vous promet des maisons à Washington, on vous promet des maisons à Paris, ce temps-là est révolu. Avec Covid, la stabilité sanitaire sera problématique. Guy Fondom, nous sommes en guerre. Dites à Bazoum et autres de laisser le clanisme, l'appartenance religieuse, idéologique. S'ils ne peuvent pas faire face, ils n'ont qu'à démissionner pour laisser les patriotes mourir pour leur pays, pour la libération de leur pays. Que Dieu vous bénisse. Merci. Merci également à vous pour cette participation à cette autre édition de La Palabre Intellectuelle. Nous restons sur ce sujet concernant donc le départ des forces américaines de l'Afghanistan. Les talibans sont de retour au pouvoir comme il y a de cela 20 ans. Et ce qui interroge par rapport à une telle configuration comme celle du Mali, est-ce qu'il faudrait s'attendre à ce qu'un jour, en fonction d'un changement de l'intérêt géopolitique, que les puissances occidentales quittent également cette région, abandonnant ces États aux mains des forces, des fondamentalistes religieux qui pullulent à travers cette bande sahélo-saharienne? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. En attendant le prochain intervenant, Luc Michel, je vous retrouve avec cette fois-ci l'analyse de Bob Kabanga, qui est analyste politique et professeur des sciences politiques à l'Université de Liège en Belgique, et qui considère que la situation à travers le prisme d'intérêts stratégiques nationaux en constante évolution, et qui donc considère la situation à travers le prisme d'intérêts stratégiques nationaux en constatant les changements
que pourrait apporter une évolution. Alors lui aussi, il semble mettre les interventions par rapport aux intérêts, parce qu'il dit précisément que lorsque l'on parle de relations internationales, ce qui compte, ce sont d'abord les intérêts nationaux qui priment avant toute chose. Un pays est en relation avec un autre parce qu'il a un intérêt à pouvoir échanger ou bien à pouvoir être en relation avec cet État-là. Alors, est-ce que ceci... Je sais que vous n'êtes pas d'accord, mais spécifiquement pour cette intervention, qu'en pensez-vous? Pas comprendre ce qu'est la nature de l'impérialisme occidental. L'impérialisme occidental, effectivement, elle est dominée par les États-Unis et par des puissances économiques et financières et repose sur les multinationales. Leur intérêt est économique. Amener les djihadistes au pouvoir quelque part, ça ne suppose pas la fin des intérêts économiques occidentaux. Les talibans en Afghanistan n'empêchent pas le contrôle des oléoducs par l'anarchie. Lorsque l'État islamique s'est emparé d'une grande portion du territoire syrien et irakien, notamment de tous les puits de pétrole et des puits gaziers syriens, eh bien, tout simplement, les gens de Daesh ont fait affaire avec les Américains et la Turquie, et ils ont continué à exporter le pétrole et le gaz vers les multinationales occidentales. Encore actuellement, les Turcs et les Américains, ils occupent 2 portions du territoire syrien que Damas et Moscou essayent de reprendre militairement de façon à continuer à voler le gaz et le pétrole syrien et également irakien. C'est cela qu'il faut comprendre. Simplement, perdre une guerre pour les Occidentaux, ça ne veut pas dire perdre les intérêts économiques. La nature de l'impérialisme américain et de l'impérialisme occidental, elle est beaucoup plus complexe et plus subtile. Et c'est précisément pour ça qu'ils ont mis au point justement la fameuse géostratégie du chaos. C'est pour que le Vietnam, qui est la seule défaite américaine, pour que cette défaite ne se renouvelle pas, c'était déjà terminé dès la Somalie de 1994. Il faut prendre en considération une deuxième chose. Nous sommes entrés dans une nouvelle guerre froide. Cette guerre froide est là en ligne de mire la Russie et la Chine. Les Américains ont structuré le monde autour de 2 blocs qui s'opposent. Le bloc américano-occidental et le bloc de l'Est. Joe Biden, depuis 15 jours, il est en train de développer une nouvelle doctrine géopolitique. Il transforme ces 2 blocs en des blocs idéologiques, comme au temps de la première guerre froide. Non plus le capitalisme contre le communisme, mais le bloc des États libéraux pro-américains et le bloc de ce qu'ils appellent les régimes autoritaires illibéraux. Qu'est-ce que c'est les régimes illibéraux? C'est la Russie, c'est la Chine, c'est par exemple l'Iran. Ce sont des régimes dans lesquels ce n'est pas l'économie libérale et les firmes économiques qui dirigent, mais le pouvoir politique. Quelle est la cible? C'est la Russie et la Chine. C'est le cas en Afghanistan et c'est le cas au Sahel. Il est impossible pour les Américains, 40 ans après avoir chassé les Soviétiques d'Afghanistan, de laisser la Russie et la Chine reprendre les mains sur le pays. C'est la raison pour laquelle ils ont littéralement amené les talibans au pouvoir à Kaboul et précipité le pays dans la guerre civile. Vous allez voir qu'elle va reprendre, notamment entre les Pashtuns et les Tadjiks soutenus par les Occidentaux. Et il est impossible pour les Américains de laisser le Sahel tomber dans des mains dans lesquelles les Russes pourraient l'emporter. Tout le plan qui a été celui de la destruction de la Libye, puis des scénarios à la Libye qui ont détruit le Mali et la Centrafrique, c'était justement de déstabiliser la région au profit des Occidentaux. Maintenant, les Russes sont présents en Centrafrique, où ils ont neutralisé une grande force islamique, c'est la Seleka. La Seleka soutenue par les Occidentaux. Il faut rappeler qu'en Songo, la Seleka, ça veut dire la base. La base en arabe, c'est Al-Qaïda. Vous comprenez mieux ce qu'est la Centrafrique. Les Russes ont neutralisé les islamistes en Centrafrique
Ils s'apprêtent à intervenir au Mali. Ils préparent leur intervention. Ils ont signé des accords avec les colonels pro-russes de Bamako. Et bien entendu, les Américains n'ont pas l'intention de leur laisser le champ libre. C'est la raison de l'américanisation de la guerre du Sahel. Il faut arrêter de faire des comparaisons. Un proverbe français dit comparaison n'est pas raison. C'est exact. Aujourd'hui, la géopolitique, elle est internationale et elle est globale. Il faut la percevoir telle qu'elle. Il faut la percevoir aussi sur des situations qui ne sont pas des situations immédiates, mais qui sont des cycles longs. La géopolitique internationale actuelle, elle a commencé précisément à l'occasion de la défaite américaine au Vietnam en 1975, notamment les années Reagan, la fin de la guerre froide, et tout ce que nous avons vu depuis, c'est la réponse américaine à leur défaite au Vietnam. Luc Michel, et quand on voit donc effectivement cette approche occidentale ou alors ces derniers développements qui viennent d'avoir lieu en Afghanistan et l'Afrique qui est aujourd'hui interrogée, on se demande dans tout ça où se situe exactement la Russie. Est-ce qu'elle pourrait aussi avoir plus tard une perception qui soit directement liée aux intérêts géopolitiques et géostratégiques, ou alors faut-il la voir ici toujours comme une alternative face à ces changements majeurs? Mais écoutez, votre question, c'est une fausse question, Guy. Parce que précisément, ce qui anime Poutine, ce qui anime Xi Jinping, et maintenant, depuis 2 ans, ce qui anime les Iraniens, c'est justement une perception géopolitique. C'est la géopolitique de la prochaine Troisième Guerre mondiale. La Troisième Guerre mondiale, elle va avoir 2 enjeux. Le contrôle de l'Europe occidentale, et là, Poutine a un plan, c'est l'Eurasisme, c'est la grande Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne. Je connais bien cette théorie géopolitique puisqu'elle a été développée par mon école géopolitique dans les années 1980. Le néo-eurasisme, il est né à Bruxelles en 1983. Et le slogan « L'Europe de Vladivostok jusqu'à Lisbonne », il a été développé par moi lors d'une campagne électorale en Belgique en 1985. C'est aujourd'hui le slogan officiel de Poutine et de Lavrov. Il faut arracher l'Europe occidentale des mains des Américains. C'est également le projet de Xi Jinping avec les routes de la soie. Les routes de la soie, elles aboutissent à Birmingham, à Lisbonne, à Trieste, à Nantes. Il s'agit d'arracher l'économie ouest-européenne des mains des Américains. Mais la vue de Poutine et de Xi Jinping, elle concerne aussi l'Afrique. Le deuxième enjeu de la Troisième Guerre mondiale, ça va être avec qui l'Afrique sera alliée. Soit la recolonisation occidentale qui est en cours. Vous devez savoir que le redéploiement qui est en cours actuellement des Américains du Maroc jusqu'au Mozambique, il s'accompagne d'un plan d'installation de bases américaines entre 2000 et 2025. Il y a plus de 35 bases militaires, la plupart étant installées et devant être installées d'ailleurs en Afrique centrale et dans la Corne de l'Afrique. Et les domestiques des Américains, comme Félix s'était dit, ils sont en train d'assurer les conditions de ce plan américain. Et justement, les Russes, les Chinois et les Iraniens, ils ont très bien compris qu'au contraire, l'Afrique devait se libérer des Occidents, venir comme partenaire sur un plan d'égalité avec le bloc de l'Est, donc Moscou, Pékin et Téhéran, éventuellement intégrer l'organisation de coopération de Shanghai qui est en train de se constituer en bloc militaire, en contre-OTAN. C'est la place de l'Afrique. Donc, jamais les Russes, jamais les Chinois, jamais les Iraniens ne quitteront l'Afrique parce que ça signifierait immédiatement leur défaite militaire dans la Troisième Guerre mondiale. C'est cela qui se passe. Actuellement, qu'est-ce qui se passe en Afghanistan? Les Russes et les Chinois, ils ont compris le piège géopolitique. Ils essayent de neutraliser les talibans. Ils sont en train de mener des négociations avec les talibans, les Chinois directement avec eux, les Russes en essayant de faire une conférence internationale où ils ont amené d'ailleurs les Iraniens.
Le but, c'est de neutraliser le régime des talibans, c'est-à-dire quel est le deal que proposent Moscou et Pékin. Nous reconnaissons votre régime, mais en échange, vous n'agissez plus en Asie centrale et dans le Caucase, et en échange, vous n'acceptez pas que les terroristes djihadistes, ceux que nous combattons en Syrie, en Afrique justement, ou au Xinjiang chinois, vous ne les accueillez pas en Afghanistan. La position iranienne, elle est différente. Les Iraniens actuellement, vous savez que spectaculairement, depuis 2 ans, ils interviennent en Afrique, ils interviennent dans les océans, depuis la mer Baltique jusque dans l'océan Indien, avec les Russes précisément. Il y a un axe naval, Russie-Iran. Ils interviennent pour neutraliser les voies d'approvisionnement maritime de l'Occident. Et les Iraniens, ils sont lucides sur le régime des talibans. Ils ont compris le piège géopolitique des Américains. Depuis 10 jours, les médias d'État iraniens, ils multiplient les avertissements et les analyses. Je les partage totalement, je ne vous le cache pas, contrairement aux autres analyses qui malheureusement ne perçoivent pas le danger. Et donc, les Africains ne doivent pas avoir peur pour des raisons géopolitiques précisément. Les Russes, les Chinois et les Iraniens, ce sont des partenaires sincères qui ne laisseront jamais l'Afrique. Vous savez, j'entends répéter inlassablement la célèbre phrase attribuée au cardinal de Richelieu: les États n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts. Mais la phrase, elle a été corrigée en 1904 par Lénine dans son livre L'impérialisme, stade ultime du capitalisme. Lénine a dit: il est vrai que les États n'ont pas d'amis, ils n'ont que des intérêts, mais il est vrai aussi que les peuples, eux, peuvent partager un destin commun. C'est cela que le bloc de l'Est propose à l'Afrique. Michel, on va sortir avec cette toute dernière interrogation. On se demande aujourd'hui comment est-ce que ces États de la bande sahélo-saharienne pourraient aujourd'hui se préparer pour faire face à un abandon qui pourrait arriver. Ça s'est vu, ça vient de se voir en Afghanistan. Et l'une des analyses reprises sur le plateau d'ailleurs qui précisait l'urgence d'une réorganisation, d'un renforcement face à ces groupes islamistes-là. Mais on se demande bien comment est-ce que cela pourrait être fait, quel type de coopération par exemple, quand on sait que beaucoup de ces États ne disposent malheureusement pas de ressources nécessaires pour pouvoir faire face. Tout d'abord, il faut revenir au plan du regretté maréchal Idriss Déby Itno. Il faut revenir à la force panafricaine de transposition qui est l'embryon d'une armée panafricaine. C'est pour ça que les Occidentaux ont tout fait pour l'empêcher. Vous savez que le premier G5 Sahel, c'était une création d'Idriss Déby Itno, et les Américains s'en sont emparés. Ils ont empêché l'ONU de donner un mandat africain au G5 Sahel, et puis ils ont imposé la domination, le mandat de Paris et de Berlin sur celui-ci. Ça a été la neutralisation du G5 Sahel. C'est la raison pour laquelle on a éliminé le maréchal Idriss Déby Itno. Il faut revenir à ce plan. Malheureusement, je dois constater que là-dessus, tous les efforts qui avaient été faits par Idriss Déby Itno, ils sont aujourd'hui par terre. Le Tchad, qui était l'État pivot stabilisateur, qui avait remplacé la Libye, c'est un État aujourd'hui qui est à terre, qui est déstabilisé. Plus aucun État ne stabilise l'Afrique centrale. Les Américains sont en train de se redéployer dans un plan ambitieux, notamment les 35 bases militaires et la zone d'activité de l'OTAN qui, justement, jusque maintenant, allait de la Méditerranée jusqu'à la Libye et au Maroc, et qui maintenant va de la Méditerranée jusqu'à la mer Rouge et au Mozambique. La deuxième chose, il faut cesser de s'allier aux Occidentaux et surtout aux Américains et aux Français. Il faut saisir la main tendue par l'Est. La Russie a prouvé en Syrie, elle a prouvé en Centrafrique son utilité, son sérieux et sa puissance. La Russie a des satellites, elle a des moyens militaires, elle a une force de transposition, notamment des avions porteurs,
elle a des firmes de sécurité, elle a les satellites, elle a le renseignement, elle a tout ce qui manque aux armées africaines, comme ils l'ont prouvé en Centrafrique, pour vaincre le terrorisme. Merci à vous, Luc Michel. On va tenter un dernier décrochage au standard et revenir sortir de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Alors, si vous souhaitez donner un avis sur cette question qui est de la bande, qui concerne la bande saharienne et qui concerne également le Mali, nous vous donnons à présent la parole. Voilà, au cas où vous avez eu un autre avis, à côté des différents avis relayés sur ce plateau qui viennent de nos analystes, eh bien, vous pouvez faire entendre justement ces différents points de vue. Voilà, Luc Michel, voilà, on va se quitter très rapidement. Je vous souhaite déjà une excellente soirée à Bruxelles et on se retrouve très vite. À vous aussi, à bientôt, Guy. Excusez-moi, mais je suis fatigué. Merci, cela se constate. Merci à vous, Luc Michel. Voilà, merci également aux téléspectateurs de la télévision panafricaine. On va juste mettre la clé sur le paillasson et se retrouver très très bientôt pour une nouvelle édition. À très vite. Allô? Bonsoir Afrique Média, vous êtes les meilleurs. Oui, bonsoir monsieur. Je suis le